je vais commencer par une mauvaise nouvelle aux Ivoiriens. Les loyers ne vont pas baisser. Ça ne va pas baisser. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne va pas baisser? La première raison, on l'a déjà dit ici, l'offre inférieure à la demande. Donc la logique économique fait que on va encore se serrer les dents. Deuxième chose que je vais dire. À Abidjan, se loger est devenu un véritable parcours du combattant. Loyers qui flambent, cautions exorbitantes, avance de plusieurs mois. La loi encadre pourtant ces pratiques. Alors pourquoi les règles semblent-elles ignorées? Qui protège réellement les locataires face à cette pression immobilière grandissante? Restez jusqu'à la fin. 2015, on était à 400 000, là on est à 800 000, maintenant ça a pratiquement doublé. Très bien. Docteur Banga? Moi, déjà, je vais commencer par une mauvaise nouvelle aux Ivoiriens. Les loyers ne vont pas baisser. Ça ne va pas baisser. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne va pas baisser? La première raison, on l'a déjà dit ici, l'offre inférieure à la demande. Donc la logique économique fait que on va encore se serrer les dents. Deuxième chose que je vais dire avant de rentrer dans la profondeur de ma réflexion, on se trompe même en restant sur Abidjan. Il a parlé de Korogo. Moi, à Boisseau, je loue un 3 pièces à 200 000. Quand vous partez à Boisseau, un 3 pièces à 200 000. Quand vous partez dans mon village, à Yébo, aujourd'hui, puisque l'étalement urbain, là, il ne touche pas qu'à Abidjan. Hein. Toutes les grandes villes de l'intérieur connaissent cet étalement urbain. Moi, quand j'étais tout petit, quand je partais en vacances à Yébo, on faisait du plaisir à faire à Yébo. Aujourd'hui, Yébo est dans Boisseau. Et le studio à Yébo, c'est minimum 50 000. Hein, c'est un village. Donc, on assiste à un phénomène qui marque toutes les métropoles, ce qu'on appelle la gentrification. La gentrification, c'est quoi? C'est que les centres-villes deviennent de plus en plus chers et les populations sont obligées d'aller à chaque fois dans les périphéries. Et Abidjan va connaître ça. C'est un phénomène qui est déjà mondial. Abidjan connaît déjà. Connaît déjà. Après, il nous reste quand même quelques leviers. Je vais revenir sur une deuxième chose qui est importante. C'est le coût même du foncier. Moi, je suis très à l'aise parce que j'ai grandi à Bingerville et à Songon. C'est les deux villes où j'ai grandi. Mais je me moque toujours de papa parce qu'en 98, à Abadien-Kouté, Songon, il y a quelqu'un qui est venu voir mon père pour lui vendre un terrain à 100 000 francs. 98, il y a à peine 20 ans. Aujourd'hui, 10 millions, vous n'avez pas 10 millions, n'allez pas à Abadien-Kouté, on ne vous regarde pas. Donc en 20 ans, on a multiplié par 100 le coût du terrain. Je ne parle même pas encore du matériel, du maçon qui te faisait la maison à combien aujourd'hui, etc. Donc il ne faut pas qu'on se voit à la face, on va continuer, c'est dommage. Néanmoins, il y a des éléments qu'on peut toucher. Le premier élément, le troisième problème, dès que l'État met une route quelque part, c'est la mort. C'est que le quartier, il n'est pas habité, il est habité, le loyer est à 250 000. Dès qu'on entend, aujourd'hui, n'habitez plus autour de la Y4, vous êtes mort. Parce qu'avant, on estimait, mais dès que le gars même, il sait que la Y4 va passer à côté de chez lui, tu es mort. Il augmente le coût. Mais on peut agir sur certaines choses. La première chose sur laquelle on a dit, c'est la fiscalité. La fiscalité contre la spéculation. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'un Ivoirien, il a 10 terrains. Il a 10 terrains, il n'a même pas construit un. Mais il espère que dans 5 ans, ils sont contents de le dire, mais il faut taxer ceux qui ont plus de 2 terrains. Il faut mettre une fiscalité de malade sur le troisième terrain pour que celui qui ne puisse pas exploiter son terrain se sente obligé de le vendre. Parce que sinon, on va encourager la spéculation. Donc moi, je veux qu'on ait une fiscalité, monsieur le député, une fiscalité plus dure sur ceux qui possèdent un plus de 2 terrains sans les exploiter. Parce qu'ils plongent tout le monde dans la spéculation. Deuxième chose sur laquelle il faut agir, c'est la mobilité. Comme j'ai dit, les phénomènes de gentrification vont s'accroître. Donc, il faut qu'on ait la possibilité pour quelqu'un qui a Dabou, qui a Songo, on commence déjà à travailler, mais il faut accentuer ça. Pour que la distance temps soit réduite. Pour que tout le monde n'ait plus l'ambition des centres-villes. La décentralisation peut être une solution. Malheureusement, elle entraîne l'effet inverse. C'est qu'on est ivoirien. Quand le gars arrive, qui loue un 3 pièces à Abidjan à 250 000, qu'il arrive d'une ville où c'est 150 000, il dit au propriétaire, ah bon, moi tu m'as sauvé à Abidjan, là-bas c'est 250 000. Et puis hop, le propriétaire il entend ça le lendemain, il dit, ah bon, comme il y a 2-3 Abidjanais qui sont venus, qui sont tellement contents de personnes, il augmente le prix. Mais c'est une logique économique normale. Donc il faut agir sur la fiscalité pour tuer tous ceux, entre guillemets, hein, tous ceux qui ont plus de 2 terrains et qui veulent travailler sur la spéculation. Un autre truc, c'est qu'il faut rendre fiables les terrains. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a tellement peur des terrains que dès que quelqu'un n'a cédé sur un terrain, il estime qu'il y a une garantie forte et du coup, il explose le terrain. Après, il faut du civisme. Le civisme, c'est quoi? Il faut peut-être que l'État oblige au civisme à respecter les lois. La loi est très claire. On ne peut pas augmenter un scolarité, je crois, après 2 ou 3 ans, n'est-ce pas? Et depuis de 10%. 3 ans. Et depuis de 10%. Voilà. La loi est très claire. Le montant de l'agence, il est supporté par le propriétaire et le locataire. Mais l'offre et la demande font que personne n'entend. La loi est très claire. Parce que quand vous hésitez à payer le mois d'agence, on vous dit non, il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à payer. Attends. La loi, elle est très claire sur la caution. Mais la caution, il faut se mettre aussi du côté des bailleurs. Parce que aussi, il y a des gens, une fois qu'ils rentrent dans ta maison, ils ont du mal à payer. Du coup, on met des... Mais ça, c'est parce que, quelque part, vous voyez, on n'a pas de quoi, c'est le même problème qu'ont les banques, hein, on n'a pas de quoi à garantir que la personne est solvable.
Donc, comme en France, ils vont te demander comment on appelle ça, tes impôts et tout ça, pour garantir Ça commence même par l'adressage. Mais si on ne peut pas garantir la solvabilité, le propriétaire, face à cette impuissance-là, il ne peut que avoir dans la caution un minimum de garantie. Donc, il met le paquet sur la caution et puis il essaie d'avoir. Donc, je pense qu'il faut être très clair avec les Ivoiriens. On pourra peut-être maîtriser, limiter l'inflation, mais on ne pourra pas avoir de baisse de cours sur ces 5-10 ans. Il faut être très clair. Moi, je suis très clair avec eux. Bon, d'accord. De toute façon, on a beaucoup de spécialistes autour du plateau qui donneront leur avis. Terminé. En revanche, on a des mécanismes, notamment sur la fiscalité, sur accroître les mobilités et sur faire appliquer les lois qui peuvent nous permettre de maîtriser un peu plus l'inflation sur le logement. Parce que, laisse-moi chuter dessus, parce qu'aujourd'hui, un terrain, une fois que 2 personnes appellent le vendeur du terrain, il multiplie par 2 le coût du terrain. Et voilà, ça, c'est des choses qui sont... Et on verra bien si l'État est en mesure de plafonner ces tarifs-là. Maître Gouamene, c'est à vous. Oui, le diagnostic, je pense qu'il est réel, il est partagé, il est objectif. Les loyers et les logements sont très chers. Les grands avocats, les grands universitaires ne sont pas concernés. Ils sont très chers. Enfin, d'accord, je referme la parenthèse. De toute façon, les universités n'ont pas beaucoup d'argent. Non, mais il faut quand même... Ça reste à voir. Il faut quand même être équitable. Il faut penser aux autres. Bien sûr, maître. Aux plus faibles, voilà. Donc c'est la réalité, les loyers sont très chers. Et puis bon, cette situation qui se génère de plus en plus met vraiment en cause le droit au logement, qui est un droit fondamental de l'homme, en vertu duquel l'État doit s'assurer de ce que chaque citoyen ait un logement décent, un logement sécurisé, un logement abordable. C'est vrai, l'État a fait beaucoup. L'État, dans la légifération, dans les aides, dans les subventions, l'État fait beaucoup, mais c'est encore insuffisant. C'est encore insuffisant pour pouvoir faire respecter ce droit fondamental. Et pour nous, tout en souscrivant toutes les causes qui ont été invoquées par mes prédécesseurs, je pense que la matière de la régulation n'est pas suffisante. La régulation n'est pas suffisante. Quand on prend le code de la construction et de l'habitat, l'article 421 dit que le montant de loyer est fixé en tenant compte de la valeur de l'immeuble ou du local, la valeur de l'immeuble du local. C'est-à-dire que l'État même encourage à fixer les loyers exorbitants, supposons valeur de l'immeuble. Il n'y a pas d'encadrement de loyer, comme ça existe en France avec la loi ELAN, où il y a un encadrement de loyer, où il y a un montant, un loyer de référence, un loyer de référence maximum et minimum sur lequel il faut... Tout le monde doit se tenir. Je pense que l'État peut le faire. L'État peut aller à l'encadrement de loyer. Donc, en matière, récemment, avec la loi de 2018, l'État a plafonné les cautions et les loyers d'avance. Et ça, c'est plus ou moins respecté aujourd'hui. Beaucoup de propriétaires, des bailleurs ne dépassent pas les 2 mois de caution, les 2 mois de loyer d'avance. C'est vrai qu'il y a encore des récalcitrants, mais il a fallu que l'État plafonne. Et donc, ça peut marcher en matière de fixation de loyer. Si ça marche pour les loyers d'avance et les cautions, il faut maintenant fixer sur le montant de loyer. La deuxième cause que nous avons peut-être identifiée, c'est peut-être la rareté aussi des logements sociaux. C'est vrai que l'État ne peut pas construire des bâtiments pour tous les Ivoiriens, mais il faut que de plus en plus, les promesses qui ont été faites pour les logements sociaux puissent réellement se réaliser. C'est vrai que dans le passé, on rêve encore de cette époque de Sikoji Sojofia où on avait des logements vraiment à des loyers modérés. Parce que le fameux système de location-vente. Voilà, location-vente. Qui a tant fait de bonheur à nos parents. Tout de bonheur aujourd'hui, voilà. Et donc l'État devait de plus en plus essayer de revenir à ce système-là, même si on n'a pas les moyens d'avant, et même s'il y a encore plus de pression aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a quand même aussi la cherté des matériaux, ça a été évoqué, mais souvent aussi, il y a quand même un peu de cupidité des bailleurs. Il y a des bailleurs qui fixent des montants de loyer très excessifs. Je pense qu'il faut quand même revoir tout ça. Il faut quand même que les bailleurs comprennent que aux côtés de l'État, venant au soutien de l'État qui ne peut pas loger tout le monde, ils exercent quand même un service public. Donc, ils devaient quand même penser à vraiment alléger la situation des populations. De là qu'ils font des affaires, qu'ils veulent gagner, qu'ils veulent rentabiliser, il faut en tenir compte. Et on pourra peut-être plus tard discuter sur les conséquences et sur les solutions. Évidemment. Il y a des solutions. Merci beaucoup, Maître Gouamene, pour votre contribution. Monsieur Kokora, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous avez entendu tous nos analystes et spécialistes sur le plateau. On vous écoute. Alors, ça fait beaucoup, mais je voudrais déjà commencer par dire que c'est peut-être pas, je ne me réjouis pas, mais je dirais que ça me rassure d'entendre que dans ce tour de table, vous avez pu le remarquer, tout le monde est unanime sur les causes réelles du problème. Et les causes réelles du problème aujourd'hui, c'est le déficit que connaît notre pays. Et je pense que si on est tous unanimes sur les causes de ce problème, évitons de faire comme l'apprenti médecin qui casse le thermomètre plutôt que de soigner la fièvre. Aujourd'hui, je pense que l'État, et c'est ce que nous avons commencé à faire déjà, l'État doit investir davantage dans la production de logements sociaux. Vous savez, tout à l'heure, je n'ai pas voulu faire l'historique de la politique de l'habitat. Ce serait peut-être un peu long, mais permettez-moi de rappeler qu'on parle très souvent de l'époque glorieuse, donc de la politique de l'habitat avec la période Sikoji, Sojefia, location-vente, etc. Ces programmes-là ont pris fin dans les années 94. Donc, depuis les années 94-95, il n'y a plus d'investissement public dans le secteur de l'habitat. Depuis les années 94-95. Donc depuis 30 ans. Jusqu'à ce que le chef de l'État, quand il arrive en 2011, comprend qu'il fallait agir dans ce secteur-là. Et c'est de là qu'est né le programme présidentiel de logement socio-économique qui a commencé, je vais dire, dans les premiers programmes autour des années 2014-2015. Donc il y a eu quasiment 30 ans d'inaction dans ce secteur-là. Et vous comprenez, les spécialistes vont vous le dire, un secteur comme l'urbanisme ou le logement, 1 an d'inaction de l'État
il vous faut 3 à 4 ans pour rattraper le coup parti. Donc imaginez ce que cela devra prendre comme temps pour rattraper 30 ans d'inaction dans ce secteur-là. Donc je pense qu'il est bon de rappeler d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, l'époque glorieuse dont nous parlions, nous étions à peu près à 5 000 logements par an à cette époque. 5 000 logements par an. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'État, nous sommes aujourd'hui à peu près, dans le cadre du programme de logements sociaux uniquement, autour de 6 000 à 7 000 logements par an. Donc nous avons quasiment, en termes de capacité de production, rattrapé ce que nous étions capables de faire dans les années 60, 80, même si, bien sûr, nous comprenons que ce soit difficilement perceptible par les populations, parce qu'entre-temps, il y a eu l'effet de la pression démographique, il y a eu l'effet de la croissance urbaine, etc., comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, qui relativise cette forte capacité de l'État aujourd'hui qui est montée en puissance au fil des années. Mais cela dit, je pense qu'il est important aussi de rappeler que dans ce contexte que nous venons de décrire, l'action de l'État ne va pas se faire tout seul. L'État agit, l'État met en place le cadre, l'État met en place les facilités, l'État même fait mieux aujourd'hui, l'État construit à travers le programme de logement socio-économique, mais le secteur privé doit pouvoir jouer sa part également. Parlons-en, tout à l'heure nous avons parlé des déterminants du coût du logement. Nous avons cité le foncier, nous avons cité, mais le foncier déjà, pour rappeler le foncier, qui vend le foncier en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas l'État, c'est le secteur privé qui vend le foncier. Ce sont les communautés, ce sont les lotisseurs, etc. Donc ce n'est pas l'État. On a parlé tout à l'heure du financement. Mais qui finance le secteur aujourd'hui? Ce sont les banques. Les banques commerciales sont réglementées avec un cadre spécifique. Les taux d'intérêt aujourd'hui des banques, je pense que je ne ferai pas je n'informerai personne sur la situation des taux d'intérêt des banques, de la maturité des crédits, etc. Donc, vous dites, il y a la question du financement, la question des matériaux de construction. Même si ce point, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est des matériaux aujourd'hui qui sont suivis par le ministère du Commerce, que ce soit le ciment, le fer à béton. Donc, il y a un certain nombre de matériaux aujourd'hui qui sont suivis et qui font l'objet d'un plafonnement. Mais vous avez un certain nombre de déterminants de ces coûts-là. Et quand on parle d'encadrement de loyer, je voudrais que chacun puisse, en même temps, se dire, on n'encadre pas les loyers si on n'a pas encadré, en fait, tous ces déterminants-là. Voilà. Encadrer le loyer revient à dire encadrer le coût du foncier, encadrer le coût de financement, encadrer le coût des matériaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, de notre point de vue, en tant que ministère de la Construction, et c'est pour cela que notre position ici, c'est une position d'équilibre. C'est une position d'équilibre parce que nous avons commencé déjà à agir pour le bien des locataires. Nous l'avons fait déjà avec le plafonnement des cautions, le plafonnement des avances de loyer, etc. Sur le plafonnement des cautions et des avances de loyer, est-ce que vous avez des moyens de contrôle? Aujourd'hui, nous contrôlons. Je vous le rappelle, aujourd'hui, dans les premières heures, les premiers mois, les premières semaines qui ont suivi donc cette loi, nous étions à quasiment plus de 100 appels ou 100 dossiers reçus par jour, de dossiers concernant de manquements de bailleurs sur la question des mois d'avance de loyer. Aujourd'hui, par mois, nous sommes à maximum 1 ou 2 plaintes que nous recevons dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une évolution positive dans le secteur. Et c'est à saluer, puisque aujourd'hui, avec l'effort du gouvernement, avec l'effort des bailleurs, avec la sensibilisation que nous avons menée, mais aussi avec les sanctions, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas seulement que la sensibilisation que l'État a mis en place, il y a aussi des sanctions qui ont été mises, puisque l'État aujourd'hui impose que nous puissions prélever jusqu'à 3 fois le trop perçu lorsqu'un bailleur excède donc ces 2 mois d'avance ou ces 2 mois de caution. Mais pour chuter sur mon idée, c'est dire quoi? C'est dire qu'aujourd'hui, il y a un contexte qui est en place. L'État mène des actions à travers notamment les projets de logements sociaux, etc. Mais le secteur privé doit pouvoir également jouer sa part. Et je pense que ce plateau aurait pu être élargi même aux consommateurs, aux banquiers, aux notaires, etc. On a prévu une série d'émissions où nous aurions eu certainement le même diagnostic. Et je pense que c'est ensemble, main dans la main, que nous devons pouvoir construire un secteur de logement plus juste, notamment pour les plus faibles. L'État a commencé notamment aujourd'hui avec les logements en location-vente. Cela a été rappelé tout à l'heure par l'honorable, le programme d'urgence de 25 000 logements. C'est un projet qui a démarré aujourd'hui avec les 2000 premiers appartements qui ont déjà démarré. Qui sont les bénéficiaires? Justement, les bénéficiaires vont être les ménages les plus pauvres. C'est-à-dire? Ce sont les ménages qui auront moins de 400 000. Ce sont les ménages de revenus mensuels. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Je précise, parce que l'idée, vous savez, des programmes de logement, location-vente est venue d'un constat qui est simple. Le programme de logement social, dans sa phase initiale, il visait l'accès direct à la propriété. Et je l'ai dit sur ce plateau, même si vous faites un logement à 5 millions de francs CFA, aux conditions actuelles du crédit bancaire, il n'est pas possible pour un ménage du secteur informel d'avoir accès à ces logements. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, la vraie réalité, c'est que ce n'est pas le coût du logement le problème. L'État n'a pas de moyens, justement, d'imposer sa volonté au secteur bancaire? Ce n'est pas le coût du logement lui-même le problème. C'est les conditions d'accès le problème. La facilité que l'État donne à un ménage du secteur informel, compte tenu des caractéristiques de revenus, de conditions de vie, d'avoir accès à un logement, c'est cela qui fait de ce logement un logement social. Et c'est pour ça que pour nous, nous avons misé sur la location-vente pour faire en sorte que ces ménages-là qui, tout compte fait, payent un loyer où ils vivent aujourd'hui, puissent, dans les conditions actuelles de vie, bénéficier d'un logement dans un cadre plus décent et qu'ils puissent payer un loyer sur 25, sur 30 ans pour en devenir propriétaire. Nous avons même fait en sorte que ce programme puisse aussi toucher la location simple. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir le dire, tout le monde ne peut pas être propriétaire.
Je pense que l'État doit pouvoir aussi le faire entendre à nos populations. D'accord. Et il est important que nos populations puissent comprendre que l'État travaille, l'État fait en sorte qu'il y ait une offre de logement, en location-vente, en location simple, mais il revient aussi au secteur privé de faire les efforts qu'il faut, notamment en matière de vente de foncier, en matière de financement, pour faire en sorte que cet équilibre-là puisse être trouvé dans le Absolument, d'accord. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.